Je m'appelle Camille. J'ai grandi à Aix-en-Provence, là où les ruelles chantent sous le Mistral, où l'odeur des croissants se mêle à celle du jasmin les matins d'été. Ma vie était calme, presque ordinaire. Jusqu'à ce que mon père, Étienne, un galeriste passionné et souvent absent, épouse une femme bien plus jeune que lui, Élise. Élise, avec ses boucles châtain clair toujours parfaitement dessinées, ses talons aiguilles qui claquaient sur le parquet ancien et son éternel rouge à lèvres carmin. Elle sentait toujours bon, un parfum délicat de figues et de musc qui flottait dans les couloirs après son passage. Elle était belle, distante, et bien trop parfaite. Au début, je pensais que mon malaise venait de la jalousie. Perdre ma mère si jeune avait laissé un vide qu'aucune femme ne pouvait combler. Mais très vite, j'ai remarqué des détails. Son regard fuyant quand mon père entrait dans la pièce. Le léger sourire qu'elle esquissait, comme un secret partagé avec elle-même. Et surtout, ces appels mystérieux auxquels elle répondait sur la terrasse, pensant être seule. Une nuit, alors qu'Étienne était à Paris pour une exposition, je suis descendue pour me préparer une infusion. En traversant le salon, j'ai vu Élise. Elle était en peignoir de satin crème, entrouvert, laissant deviner ses courbes. Elle parlait à voix basse au téléphone, accoudée à la rambarde du balcon. Demain soir, il part encore. Oui, j'ai hâte, moi aussi. Mon cœur s'est serré. Sa voix n'avait rien de celle d'une épouse fidèle. Ce n'était pas une conversation innocente. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revivais chaque intonation de sa voix, chaque geste lent, étudié. Le doute n'était plus permis. Élise cachait quelque chose. Et je devais découvrir quoi. Le lendemain soir, elle sortit, habillée d'une robe noire moulante, dos nu, des escarpins vernis au reflet vin. Son parfum flottait comme un piège. Je l'ai suivie discrètement. Elle s'est rendue dans un bar chic du centre, un endroit fréquenté par les artistes et les bourgeois bohèmes. Là, je l'ai vue rejoindre un homme, la quarantaine, brun, élégant, avec un foulard noué à la parisienne. Il s'est levé, lui a baisé la main lentement, presque théâtralement. Ils se sont installés dans un coin sombre. Je suis restée dehors, glacée. Je les ai observés à travers la vitre, comme une scène interdite. Élise riait, ses doigts frôlant ceux de l'homme avec une aisance troublante. Elle touchait sa boucle d'oreille comme elle le faisait parfois devant mon père, mais ce soir, c'était pour cet autre. Je pris discrètement quelques photos avec mon téléphone. Pas de quoi prouver une liaison, mais assez pour faire douter. Mon père devait savoir. Mais comment? Et surtout, que ferais-je de cette vérité? Plus tard dans la soirée, je suis allée m'asseoir dans un petit café près du cours Mirabeau, un endroit familier. En face de moi, un homme s'installa sans prévenir, Antoine. Ami de la famille, photographe indépendant, son regard perçant me mettait toujours mal à l'aise. Il portait un jean élimé et une chemise blanche légèrement entr'ouverte. Il sentait l'encens et l'encre d'imprimerie. « Tu as l'air perdu, Camille », dit-il en posant son appareil photo sur la table. Je ne répondis pas. Mon esprit était encore dans ce bar, derrière cette vitre. « Tu veux en parler ?» Il était le premier à qui j'osais tout raconter. Il m'écouta, sans m'interrompre, puis dit doucement. « Si tu as les preuves, tu dois le lui dire. Mais sois prête. La vérité est une lame à double tranchant. » Quand je suis rentrée, Élise était déjà là. Elle m'attendait dans la cuisine, un verre de vin à la main. Sa robe noire encore sur elle, défaite aux épaules. « Tu as fait une longue promenade ?» demanda-t-elle sans me regarder. Je soutins son regard. « Et toi? Le dîner avec tes amis ?» Elle sourit, lentement, sans surprise. Elle savait. Elle savait que je l'avais vue. Mais elle ne montrait rien. Ce masque de porcelaine ne tremblait jamais. Une reine, même sur le point de tomber, garde la tête haute. Et moi, je n'étais plus une enfant. Les jours suivants furent une tension constante. Chaque matin, Élise apparaissait dans la maison comme si rien ne s'était passé, impeccable dans ses tailleurs crème ou ses robes de soie fluide. Elle maîtrisait l'art de la comédie avec une grâce presque troublante. Je l'observais en silence. Mon père, lui, ne voyait rien. Il rentrait de ses déplacements avec des cadeaux pour nous deux, une boîte de calissons, un livre rare, ou un foulard de soie pour Élise. Elle les acceptait avec un sourire tendre et un regard amoureux. Tout sonnait faux, mais si vrai pour lui. Je ne pouvais plus rester passive. Un matin, Élise descendit dans la cuisine vêtue d'une robe de chambre bleu nuit, à peine nouée. Elle s'assit sur le tabouret haut, jambes croisées avec élégance, et se servit un café. « Tu as mauvaise mine, Camille », dit-elle sans me regarder.
Mal dormi? Juste beaucoup de pensées, répondis-je en remuant mon thé. À propos de quoi? Je haussai les épaules. Des gens qui portent des masques. Elle releva enfin les yeux. Un éclair passa dans son regard, vite dissimulé par un sourire froid. Tu deviens philosophe. Ce sourire, c'était un avertissement silencieux. Plus tard, je rejoignis Antoine dans son atelier, un ancien local industriel qu'il avait transformé en studio photo. Les murs étaient recouverts de portraits en noir et blanc, de mannequins figés dans des poses étranges. L'endroit avait une atmosphère feutrée, presque intime. « Tu veux toujours prouver ce qu'elle fait ?» demanda-t-il en m'observant derrière son objectif. « Oui. Il me faut plus que des photos floues derrière une vitre. » Il sortit une petite caméra discrète, comme un stylo. « Je peux t'aider, Camille. Mais tu dois être sûre. Une fois lancé, on ne pourra pas revenir en arrière. » Je suis sûre. Le lendemain, profitant d'une réunion professionnelle de mon père à Lyon, Antoine vint installer la caméra dans la bibliothèque, entre deux livres d'art. Le champ de vision couvrait tout le salon. Nous n'avions plus qu'à attendre. Ce soir-là, Élise rentra tôt. Elle portait une robe en velours côtelé noir, moulante, avec une ceinture en cuir fin. Ses cheveux étaient relevés en un chignon flou, dégageant la nuque avec une sensualité étudiée. Elle se versa un verre de vin rouge, alluma une bougie, et alluma de la musique douce du Gainsbourg. Je l'observais depuis l'escalier. Une autre femme aurait pu sembler vulnérable ainsi, seule dans le silence du salon. Mais pas Élise. Elle donnait l'impression de préparer quelque chose. Peu après, elle reçut un appel. Elle parla bas, dans un coin de la pièce, dos à la caméra. Sa voix était basse, mais les mots étaient clairs. « Oui. Il est à Lyon jusqu'à vendredi. Je peux te voir demain soir. » Je sentis ma gorge se nouer. Pas chez moi. Trop risqué. Je réserve une chambre. Ma poitrine se serra. Ce n'était plus une simple intuition, c'était une certitude. Le lendemain matin, Antoine et moi nous retrouvâmes à nouveau dans son atelier. Il avait extrait l'enregistrement. Nous écoutâmes ensemble, dans le silence pesant, les mots d'Élise. Pas de gestes déplacés. Pas de contact physique. Mais un plan. Organisé. Calculé. Puis, elle prononça un nom. « Préviens Serge. Je veux qu'il soit discret cette fois. » Antoine fronça les sourcils. « Serge ?» Je hochai la tête, glacé. « Serge Morel. C'est un nom que j'ai entendu. Un avocat, pas très net. Mon père a eu des ennuis avec lui il y a quelques années. Élise ne trahissait pas seulement son mari. Elle liait notre famille à un monde dangereux. » Mon cœur battait fort. Ce n'était plus une question de loyauté familiale. C'était une alerte. Une menace voilée. Et je devais protéger mon père. Même si cela signifiait tout briser. Je ne dormais plus. Chaque nuit, je restais éveillé, le regard perdu dans les ombres du plafond de ma chambre, écoutant les moindres bruits de la maison. Élise se déplaçait comme un félin. On l'entendait à peine. Même son parfum, ce mélange entêtant de figues et d'ambre, semblait flotter sans bruit. Depuis l'enregistrement, une seule question me hantait. Pourquoi ? Pourquoi avait-elle épousé mon père ? Était-ce seulement pour l'argent ? Pour la couverture sociale qu'un galeriste respecté pouvait offrir ? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus noir ? Je n'en pouvais plus d'attendre. Le jeudi suivant, Étienne devait revenir de Lyon. Je savais que je devais lui dire tout. Mais je ne pouvais pas le faire sans comprendre ce que voulait dire ce nom, Serge Morel. Je contactai discrètement Antoine. « Il faut que tu m'aides à trouver des infos sur ce type », lui dis-je d'un ton nerveux. Il hésita. « Tu sais dans quoi tu mets les pieds ? » Non. Mais je refuse d'y entrer les yeux fermés. Antoine avait un contact à Marseille, un ancien journaliste d'investigation devenu archiviste indépendant. Nous nous y rendîmes ensemble. Pendant qu'il fouillait dans les vieux dossiers numériques, moi, je fixais l'écran noir d'un ordinateur éteint, les mains moites. Après 2 heures de recherche, l'archiviste leva enfin les yeux. Serge Morel. Impliqué dans des ventes illégales d'œuvres d'art. Blanchiment. Détournement de fonds. Et, écoutez bien, en lien direct avec une galerie fantôme à Avignon. Devinez le nom de la gérante, Élise Lemoine. Ton Élise ? Je sentis ma gorge se serrer. Elle avait donc une vie avant mon père. Une autre identité. Une autre activité. Et sûrement d'autres secrets. Antoine et moi reprîmes la route. Le silence dans la voiture était lourd. « Tu penses que ton père est en danger ?» demanda-t-il.
Je pense qu'il est déjà pris dans quelque chose qui le dépasse. Ce soir-là, j'attendis Élise dans le salon. J'avais délibérément laissé la caméra en place, bien que je ne l'utilisais plus. Elle descendit de sa chambre vêtue d'une longue robe prune en satin, fendue sur le côté. Ses talons résonnaient sur le sol. Elle portait des gants en cuir noir, fins, qui remontaient jusqu'au coude. Un détail étrange, presque théâtral. « Tu sors ?» demandai-je. « Pourquoi cette question? Tu veux encore me suivre ?» Je restai impassible. « Je veux comprendre ce que tu veux vraiment. » Elle s'approcha de moi, lentement, comme un prédateur. « Tu es bien plus curieuse que tu ne le devrais. Et toi bien plus dangereuse que tu ne le montres. » Elle sourit, puis prit une longue inspiration. « Tu n'as aucune idée de ce que je suis prête à faire pour protéger ce que j'ai construit. En utilisant mon père? Ton père ne comprend rien à ce monde. Il vit dans ses toiles et ses vernissages. Il croit que les gens sont bons, parce qu'il voit la beauté partout. Moi, je vis dans la réalité. Je me levai d'un bond. Tu n'as pas le droit de le détruire. Pas lui. » Elle s'arrêta, puis enleva lentement l'un de ses gants. Son geste était presque sensuel, chargé d'une tension étrange. Elle le déposa sur la table. « Tu veux jouer à la grande fille, Camille? Alors regarde bien. Parce que les adultes ne jouent pas avec des sentiments. Ils négocient, ils manipulent, ils échangent. Et moi, je suis très douée pour ça. » Je reculai d'un pas. Un frisson me parcourut. « Tu fais partie d'un réseau, n'est-ce pas? Des ventes illégales, des œuvres d'art. » Elle rit, sèchement. « Tu regardes trop de films. Mais je te préviens, si tu continues à fouiller, tu découvriras des choses que tu ne veux pas savoir. » Je voulais hurler. Lui montrer les preuves. L'enregistrer. Mais elle savait. Elle savait que je n'avais pas encore le courage. Alors, je décidai de frapper autrement. Avec Antoine, nous avons monté un plan. Nous allions faire croire à Élise que mon père avait reçu un message anonyme. Juste assez pour la faire paniquer. Juste assez pour la pousser à contacter Serge. Antoine, avec son talent de photographe, créa un faux courriel à l'entête d'un cabinet d'avocats. Il y glissa une phrase très simple. « Nous avons reçu des informations sur Madame Lemoine. Merci de nous contacter de toute urgence. » Le message fut envoyé depuis une adresse anonyme, accessible uniquement à nous. Moins de 2 heures plus tard, Élise monta dans sa voiture et fila. Nous la suivîmes discrètement jusqu'à un hôtel discret en périphérie de la ville. Et là, depuis le parking, avec une paire de jumelles, je la vis. Elle entra dans le hall, et quelques minutes plus tard, un homme en costume sombre la rejoignit. Ce n'était pas un amant. C'était Serge Morel. Le hall de l'hôtel baignait dans une lumière tamisée. Élise et Serge étaient installés dans un coin discret du salon, leur conversation couverte par la musique lounge et les va-et-vient des serveurs. Antoine et moi étions cachés dans la voiture, la buée se déposant sur les vitres à force de retenir nos souffles. Je les observais à travers mes jumelles, le cœur battant. Serge Morel était plus impressionnant que je ne l'imaginais. Grand, large d'épaules, rasé de près, il dégageait une autorité silencieuse. Il ne souriait pas. Il parlait peu. Élise, au contraire, semblait agitée. Son corps était tendu, elle touchait sans cesse ses gants en cuir, comme un tic nerveux. « Elle est sur le fil », murmura Antoine. « Il suffit d'un rien pour qu'elle bascule. » Je pris discrètement des photos avec mon téléphone. Des preuves. Pas parfaites, mais suffisantes pour commencer à démolir le masque d'Élise. Quand elle sortit enfin de l'hôtel, 1 heure plus tard, son regard balaya la rue. Elle avait troqué sa robe contre un trench beige ceinturé, classique mais élégant, et ses escarpins claquaient sur l'asphalte humide. Elle ne nous vit pas. Le soir même, je retrouvai mon père dans la cuisine, les mains pleines de brochures d'exposition. Il semblait heureux, énergique. « Camille, j'ai une idée de collection pour l'été prochain. Des artistes émergents du Luberon. Un vent nouveau. » Je le regardai, bouleversé. Il ne se doutait de rien. Et pourtant, ce monde nouveau qu'il aimait tant était déjà rongé par l'ombre. Je ne pus lui parler ce soir-là. Mais Élise, elle, savait que le vernis craquelait. Le lendemain matin, je trouvai sur mon oreiller une boîte. Petite, carrée, recouverte d'un tissu ivoire. À l'intérieur, un bracelet en argent délicat. Aucune note. Aucun mot. Juste ce bijou. Elle voulait m'acheter? Ou me faire taire? Ou me troubler? Le bracelet était magnifique, fin, élégant. Mais il pesait comme une chaîne. Plus tard dans la journée, je croisai Élise dans le couloir.
Elle portait un chemisier crème et une jupe crayon noir. Chic, comme toujours. Tu as reçu mon petit cadeau? Demanda-t-elle doucement. Je ne suis pas une enfant qu'on récompense, répondis-je. Elle sourit. Non. Tu es une femme. Et les femmes intelligentes savent quand il faut se taire. Cette fois, je la fixai sans fléchir. Et celles qui ont du courage savent quand il faut parler. Son sourire s'effaça un instant. Puis elle reprit son calme. Tu fais une erreur, Camille. Tu penses que tu contrôles la situation. Mais tu joues à un jeu pour lequel tu n'as pas les règles. Alors explique-les-moi. Elle s'approcha de moi, très près. Trop près. Je pouvais sentir son parfum, chaud et épicé, enveloppant. Tu veux la vérité? Je suis venue ici parce que j'en avais assez de survivre. Parce que ton père était une porte. Une porte vers autre chose. Et je me suis attachée à lui, oui. Mais pas comme tu crois. Tu l'as utilisé. Non. Je lui ai offert ce qu'il voulait, de la compagnie. Une femme belle et cultivée. Et en échange, il m'a offert sa naïveté. Je sentis mon cœur se serrer. Pour elle, l'amour n'était qu'une transaction. Elle se retourna sans un mot de plus et monta à l'étage. Moi, je restai figé, incapable de bouger. Le soir même, Antoine m'attendait devant la maison. Nous devions tout révéler à mon père. Mais en sortant, j'aperçus Élise sur la terrasse. Seule. Un verre de vin à la main. Les cheveux relâchés. Fragile, pour la première fois. Tu ne sais pas tout, Camille, dit-elle sans se retourner. Il y a des choses que tu ignores. Des choix que j'ai dû faire. Ce que tu prends pour de la trahison était parfois de la survie. Tu peux encore parler. Avant qu'il ne soit trop tard. Elle se retourna enfin. Il est déjà trop tard. Elle leva son téléphone. Et afficha un message. Une photo. Antoine. Lui, en train de m'embrasser, lors d'un de nos rendez-vous secrets, quelques jours plus tôt. Je t'avais dit que tout le monde a quelque chose à perdre. Mon estomac se noua. Elle ne menaçait plus. Elle attaquait. Je descendis vers la voiture, les jambes flageolantes. Elle a des photos de nous, soufflai-je à Antoine. Il pâlit. Elle a dû pirater mon cloud. Elle veut te faire tomber avec moi. Nous faire peur. Antoine se passa la main sur le front. On ne peut plus attendre. Il faut lui parler. Maintenant. Et cette nuit-là, tout allait basculer. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais autant tremblé. Ce n'était pas la peur, pas vraiment. C'était un mélange d'adrénaline, de colère, et d'une étrange lucidité. Comme si tout ce que j'avais contenu depuis des semaines remontait enfin à la surface. Ce soir-là, la maison était plongée dans un silence pesant. Mon père venait tout juste de rentrer de Lyon. Il était dans son bureau, feuilletant des catalogues d'artistes émergents, pendant que je faisais les 100 pas dans le couloir. Antoine attendait dehors, prêt à intervenir si tout dégénérait. Je toquai doucement à la porte. « Entre, ma chérie. » Il leva les yeux et me sourit. Ce sourire. Je m'y accrochais comme à un radeau. Mais je savais que je devais le briser. Je m'assis en face de lui, le souffle court. « Papa. Il faut que je te parle. C'est très important. » Il fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui tendis lentement mon téléphone. La première photo. Puis la deuxième. Puis l'enregistrement audio. Les mots d'Élise. Il regarda. Écouta. Et ne dit rien. Son visage, peu à peu, perdit sa couleur. Ses mains, qui tenaient le téléphone, se mirent à trembler. Quand l'enregistrement se termina, il ferma les yeux un instant, comme pour retenir un flot. « Depuis quand, tu sais ça? » « Depuis des semaines. Je voulais être sûre. Je ne savais pas comment. Tu aurais dû me le dire plus tôt. » Il se leva, lentement, alla jusqu'à la fenêtre. Le jardin bêillait dans la pénombre. Les ombres des arbres dansaient sur les murs. Il ne disait rien. Puis, d'une voix glacée. « Où est-elle ? » ?»« Dans sa chambre, je crois. » Il sortit du bureau sans un mot. Je le suivis. Dans la chambre d'Élise, la lumière était tamisée. Elle était assise sur le bord du lit, en nuisette en soie ivoire, ses cheveux détachés, brossant lentement ses longues mèches devant le miroir. Comme si rien ne s'était passé. Quand elle vit mon père entrer, elle se redressa. « Tu es rentré tôt. J'ai vu ce que je devais voir. » Elle ne répondit pas. Elle posa la brosse, se tourna lentement. « Alors, tu sais. » Il s'approcha, doucement, dangereusement calme. « Dis-moi seulement une chose. Depuis combien de temps tu me manipules ?» Elle inspira profondément. « Depuis le début.
Un frisson me parcourut. Mais je ne t'ai jamais menti sur une chose, dit-elle en se levant. J'ai aimé le confort. J'ai aimé cette maison. Et j'ai même cru t'aimer. Un peu. Mais pas comme tu le méritais. Tu as utilisé mon nom. Mon réseau. Mon argent. Elle hocha la tête. Et je ne regrette rien. Mon père fit un pas en arrière. Tu vas faire tes valises. Et demain matin, tu seras parti. Je ne veux plus jamais te revoir. Élise le regarda longuement. Puis, lentement, elle sourit. Mais c'était un sourire vide. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds, Étienne. Il y a des gens derrière moi qui ne plaisantent pas. Je les attends. Elle se pencha, prit son téléphone, et le glissa dans sa pochette. Tu viens de tout déclencher. Elle sortit, enroulée dans un châle noir, son ombre glissant dans le couloir comme un fantôme. Mon père ne bougea pas. Moi non plus. Le lendemain matin, elle était partie. Sans bruit. Sans mots. Juste un flacon de parfum oublié sur la commode. Son odeur flottait encore dans l'air, comme un dernier mensonge. Mais ce n'était pas fini. 3 jours plus tard, Antoine reçut un message anonyme. Une photo. Prise à distance. Moi, dans la rue, sortant d'un café. Suivi. Puis un autre message. Tu as cru que c'était toi qui tenais les cartes? Le jeu commence à peine. Je sentis la sueur perler dans mon dos. Élise n'était pas une simple manipulatrice. Elle appartenait à quelque chose de plus vaste. Et ce quelque chose me visait, désormais. 10 dixièmes. 2. 4 O. You said. 5. ChatGPT said. Partie 5. Le silence des révélations, version soft, adaptée pour YouTube, sans intimité explicite. Le jour où j'ai tout dit à mon père, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Dans la maison, chaque bruit résonnait comme un écho d'une vérité qui allait exploser. Il venait à peine de rentrer de Lyon, le visage fatigué mais heureux. Il parlait d'une nouvelle exposition avec des artistes de Bordeaux. Je ne pouvais plus faire semblant. Je l'ai invité à s'asseoir avec moi dans le salon. Sur la table, j'avais posé mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais ma voix, étrangement, était calme. « Papa, il faut qu'on parle. » Il a senti tout de suite que ce n'était pas une discussion banale. Je lui ai montré les photos. Puis l'enregistrement. La voix d'Élise, douce, mais pleine de mensonges. Il a écouté sans rien dire, fixant le vide devant lui. Puis, lentement, il a posé le téléphone. « Depuis quand tu sais tout ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Depuis quelques semaines. J'avais peur de te blesser. » Il a hoché la tête. Puis s'est levé sans un mot. Il est monté à l'étage. Je l'ai suivi à distance, le cœur battant. Il est entré dans la chambre d'Élise. Elle était debout devant la fenêtre, habillée d'une longue robe de lin beige, ses cheveux relevés en un chignon impeccable. Elle se retourna avec un sourire. « Tu es déjà de retour ? J'ai vu l'épreuve, dit-il simplement. Son sourire s'est figé. Puis elle a posé une main sur la commode. « Je suppose que Camille t'a tout raconté. » Il hocha la tête. « Tu m'as menti depuis le début. » Élise s'est avancée lentement. Elle gardait son sang-froid. « Je t'ai offert une belle illusion. Est-ce vraiment si grave? Tu étais heureux, non? Je veux que tu quittes cette maison. » Son ton était calme, tranchant. Elle n'a pas répondu. Elle a attrapé son sac posé sur le fauteuil. « Très bien, dit-elle en souriant. Mais tu ignores encore beaucoup de choses. Ce que Camille croit avoir découvert n'est que la surface. J'en ai assez de tes jeux. Ce ne sont pas mes jeux, Étienne. Ce sont les règles du monde réel. » Puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux plantés dans les miens. « Tu voulais la vérité, Camille? Tu l'as eue. Maintenant, il faudra en payer le prix. » Elle est descendue, a quitté la maison sans claquer la porte. Juste comme ça, en silence. Elle a disparu. Mais ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message. Anonyme. Une photo prise à la sortie d'un magasin, où j'étais seule. Un simple mot l'accompagnait. « Tu penses avoir gagné? Le jeu vient de commencer. » Je l'ai montré à Antoine. Il m'a regardé, grave. On dirait qu'elle a déclenché quelque chose de plus grand. Je sentais que cette histoire n'était que le premier chapitre. Le vrai danger ne venait peut-être pas d'Élise, mais de ceux qui l'avaient envoyée. Et moi, j'étais désormais leur cible.